Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver avec Aurélie pour ce premier webinar de la rentrée. Donc j'espère que vous avez un cartable tout neuf et qui va porter sur une thématique qui est très en vogue en ce moment, à savoir le skilling. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Émeric, je suis psychologue. Malgré ça, je suis sympa, enfin, je crois, j'espère. Donc vous ne déconnectez pas tout de suite, ça serait bête. Et je suis accompagné du coup d'Aurélie, que je vais laisser se présenter comme une grande. Ouais, enchantée. Donc, moi, je suis Aurélie, je suis Talent Acquisition Manager chez Assess First. Je viens de fêter mes 1 an. Simon, j'attends ton message d'anniversaire d'ailleurs pour fêter mes 1 an chez Assess First. Et du coup, j'accompagne Émeric sur le sujet. Et exceptionnellement, du coup, pour ce webinaire de rentrée, on va être accompagné d'un invité un peu surprise, qui est cette personne qui s'appelle Gary et qui est recruteur dans une grosse boîte pharmaceutique. Donc je précise tout de suite que Gary est bien sûr un personnage fictif, donc essayez pas de l'inviter sur LinkedIn, ça va être assez galère. Et donc Gary, tout simplement, ce qu'on lui demande au quotidien, ça va être de trouver les meilleurs talents qui existent pour ses postes en pharma. Et pour ça, la stratégie Gary privilégie aujourd'hui, ça va être les recrutements à l'externe. Donc, il a recruté pas mal de personnes il y a 10 ans, il en a recruté encore pas mal il y a 5 ans, quelques-unes l'an dernier, mais au final, au fil du temps, il se rend compte que les personnes qui sont sur le marché, elles sont inadaptées par rapport au poste qu'il a à pourvoir et que les compétences qui sont sur le marché, elles ne répondent plus forcément au poste qu'il a à combler. Et quand on interroge Gary, mais aussi ses amis RH, pourquoi cette pénurie de talent elle existe? Selon eux, il y a 3 facteurs majoritaires, selon une étude qui est sortie récemment et qui a été réalisée par le cabinet Deloitte. La première, c'est pour 50% le manque d'expérience des candidats. Deuxième raison, pour 38%, le manque de hard skills, donc le manque de compétences métiers ou techniques. Et dernière raison, toujours à 38%, c'est le côté, c'est des candidats qui ne sont pas opérationnels. Et si on les recrute, au final, il y aura une période de formation, ils ne seront pas tout de suite au taquet sur le job. Malgré ça, le recrutement externe pour combler un déficit talent, ça reste la stratégie qui est privilégiée par 67% des recruteurs à l'heure actuelle, mais on se rend compte que ça marche de moins en moins bien. Mais au final, notre ami Gary, c'est un gars qui est smart, qui réfléchit, et il se dit, tiens, au final, on est en période de crise, j'ai des collaborateurs dont le métier a changé, voire dont le métier a disparu, et donc plutôt que de les licencier, je vais les former à un nouveau job. Et ça va me permettre 2 choses. Déjà, ça va me permettre de faire des économies, que ce soit en termes de recrutement ou de plan de licenciement. Et deuxième chose, tout simplement, ça va me permettre de combler mes besoins en termes de recrutement. Et ça, tout simplement, c'est ce qu'on appelle le reskilling. Et donc, notre ami Gary, il va former des collaborateurs à un nouveau métier, mais il va vite se rendre compte que, à long terme, ces compétences, elles deviennent assez rapidement obsolètes et que c'est un process qui va devoir recommencer un peu à l'infini. Et donc, au final, ça ne règle en rien ces problèmes de recrutement et de déficit de compétences au plus long terme. Et donc, le but de ce webinaire, ça va être tout simplement de vous éviter de devenir comme Gary et plutôt d'optimiser votre stratégie de reskilling. Alors, avant de commencer, c'est toujours bien de commencer par une petite définition et notamment le distinctif, mais aussi les points communs entre différents termes qui sont souvent entendus, comme par exemple reskilling, upskilling, cross-skilling. Donc, petite parenthèse, le premier qui nous fait la blague sur le chat en nous disant que c'est le point commun, c'est des trucs qu'on fait à la montagne ou à la neige, on le bannit direct. Et donc, tout simplement, si on les prend un par un, le reskilling, ça va être quoi? Le reskilling, ça va être former un collaborateur en interne à un tout nouveau job, parce que soit son job actuel disparaît, change, ou le collaborateur veut changer. Et donc, un exemple concret, ça peut être une hôtesse de l'air qui voit son job, sa charge de travail diminuer en raison de, par exemple, de la crise Covid, et qu'on va former à un tout nouveau métier, par exemple commercial au sein de la même boîte. Le upskilling, c'est quoi? Ça va être pareil, ça va être de la formation, mais plus axé sur une évolution de poste, une évolution hiérarchique. Donc globalement, la personne va rester sur un domaine de métier qui va être le même, mais va prendre un peu de galon. Par exemple, le jour où elle passe sur une responsabilité managériale. Et troisième terme qu'on entend souvent, le cross-skilling, qui là, pareil, la personne va rester sur un job qui est
en général le même, mais on va la former pour qu'elle prenne plus, on va dire un peu plus d'envergure, plus de polyvalence et qu'elle puisse élargir son champ d'action sur son job, mais aussi au sein de l'entreprise. Et donc, au final, 3 termes différents, mais 3 termes qui ont un fort dénominateur commun, qui est tout simplement l'apprentissage et l'évolution des compétences. Et donc, dans ce webinaire, même s'il est volontairement orienté sur la thématique du reskilling, quand on va vous en parler et les conseils qu'on va aborder, globalement, ça s'applique aux 3 et d'un ordre général, on va surtout parler d'évolution de compétences pour l'avenir. Du coup, le reskilling, aujourd'hui, quand on interroge les directions RH, c'est une stratégie RH qui va être de plus en plus mise en place. Et il y a 84% des RH qui nous disent que leur boîte augmente leurs investissements sur le reskilling pour les 5 prochaines années. Et ça, c'est surtout en raison de la transformation digitale qui se déroule à l'heure actuelle et qui amène les entreprises à avoir de forts besoins sur de nouvelles compétences métiers, comme par exemple des compétences en développement, en analyse data, en algorithmie ou en mathématiques, qui sont aujourd'hui, celles que je viens de citer, les compétences qui sont le plus souvent citées comme étant les compétences de demain. Et quand une entreprise va mettre en place un programme de reskilling, et c'est ce qui est globalement préconisé par la plupart des experts, on va retrouver un process au final qui est assez classique et qui est constitué de 3 étapes majeures. La première, ça va être une phase d'identification. Donc, tout simplement, identifier les compétences dont l'entreprise va avoir besoin dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans pour les plus ambitieux. Ensuite, une étape plus orientée sur la mesure. Donc, vraiment venir mesurer les compétences métiers que vous avez en interne et identifier, mesurer le gap par rapport aux compétences nécessaires demain. Forcément, plus le gap sera grand, plus ça sera problématique. Et une 3e étape, tout simplement de formation. Une fois qu'on a identifié l'écart de compétences, on va proposer des formations à certains collaborateurs ou à tous les collaborateurs pour justement anticiper le futur et combler le gap qui a été identifié. Et donc, même si au final, c'est très rassurant d'avoir ce genre de process, la mauvaise nouvelle que j'ai à vous donner, c'est que ce process, en soi, il est totalement biaisé et cassé, et ce, à chaque étape, à chacune des 3 étapes. Si on s'intéresse déjà à l'étape d'identification, la grosse problématique aujourd'hui dans les process de reskilling qui sont développés, c'est qu'on s'intéresse trop aux compétences ou mon job show, aux compétences du moment et aux besoins immédiats. Et au final, ça va être intéressant à court terme parce que quand vous allez avoir un besoin, vous allez former des collaborateurs qui vont venir combler ce besoin. Mais au final, ce que nous apprennent les grands changements historiques dans la société, dans les entreprises ou les RH, c'est que ce besoin, au final, il va vite devenir beaucoup plus faible, quitte à disparaître. Et on va voir apparaître des besoins qui vont apparaître tout simplement ailleurs et sur lesquels on ne va pas pouvoir répondre. Et donc, si vos collaborateurs qui ont été formés n'ont pas la volonté et la capacité à se réinventer à nouveau, forcément, ça sera problématique. Un petit exemple, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le jeu de la taupe avec le marteau, c'est exactement pareil. Vous tapez sur la petite tête de la taupe, elle va disparaître, vous êtes content, mais elle réapparaît encore plus rapidement après. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui au final. Et donc, vous allez me dire, oui, mais on peut anticiper. Je vous répondrai qu'au final, pas vraiment. Et ça, pour 2 raisons. La première, c'est que, faut se le dire, les humains sont très mauvais pour prédire des choses. Et un exemple concret, c'est le télétravail. Si vous vous intéressez aux études, aux avis des experts qui ont été émis en 2019, on se rend compte que la plupart nous disaient que les compétences qui seraient nécessaires pour le télétravail, elles seraient à leur apogée à partir de 2025. Et au final, cette année, on s'est rendu compte que le télétravail s'était mis en place du jour au lendemain et qu'on a eu des gros problèmes de compétences justement pour le mettre en place et que certains collaborateurs ont pu être un peu perdus. Un exemple, j'aime beaucoup les exemples par rapport à la vie courante, c'est comme quand vous invitez quelqu'un à dîner à 20h, qui se pointe à 18h30, en général, vous n'êtes pas prêt et ça pose problème. Et 2e raison pour lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est que les changements actuels sont beaucoup trop rapides. Et ça, un exemple concret dans votre quotidien de recruteur, c'est quand un manager vient vous voir avec une fiche de poste le lundi et le jeudi vient vous voir en vous disant non, au final, le besoin a complètement changé. Donc désolé, tu as commencé à chercher, mais on n'a plus besoin de ce type de profil. Et je pense qu'Aurélie pourra témoigner.
Et donc, ce problème d'identification des compétences qui feront talent demain, aujourd'hui, c'est le problème principal pour 40% des recruteurs, toujours selon l'étude de Deloitte. Deuxième étape où ce process est encore complètement cassé, c'est au niveau de la mesure, puisque la plupart des directions des ressources humaines vont se focaliser sur des mauvaises datas. Et quand je dis mauvaises datas, c'est des datas qui vous permettent en rien d'anticiper et de prévoir la capacité de vos collaborateurs à évoluer et à s'adapter au monde de demain. Ce qui amène à dire que vous ne connaissez pas au final réellement vos équipes. Donc, bien sûr, vous connaissez les collaborateurs. Vous savez dire quand vous croisez Jean-Michel que c'est Jean-Michel, qu'il a 3 enfants, qu'il est dans la boîte depuis 6 ans, qu'il bosse à l'IT, qu'il est lead dev et qu'il maîtrise PHP Symfony comme un dieu. Mais vous ne savez pas réellement dire comment il se comporte au quotidien, ce qui le motive au plus profond de lui-même, pourquoi il se lève le matin. Et tout simplement, est-ce que dans le monde de demain, est-ce que dans votre entreprise demain, c'est une personne qui va savoir s'adapter et se réinventer en continu. Et ce problème, c'est quelque chose qui est partagé par 59% des recruteurs qui nous disent qu'ils n'ont pas les bonnes informations pour anticiper le côté préparation de leurs effectifs au monde de demain. Et ça amène à un gros problème. C'est une théorie que je viens d'inventer pour ce webinaire qui s'appelle la théorie du puzzle forcé. Et tout simplement, imaginez que vous avez un puzzle. Je pense que vous avez déjà tous fait un puzzle dans votre vie. Quand vous avez un petit trou dans votre puzzle et que vous voyez une pièce qui pourrait être un peu adaptée, même si intrinsèquement, au fond de vous-même, vous savez que la pièce ne va pas matcher, vous ne pouvez pas vous empêcher de la prendre, de la regarder et de vous dire « Allez, ça passe, on va quand même tenter ». Et en général, petit spoiler, en général, ça ne passe pas. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans la plupart des entreprises. C'est que d'un côté, on va avoir par exemple 16 besoins, 16 postes ouverts. On va avoir 16 collaborateurs qui ont leur métier qui a été transformé par la digitalisation et qui n'ont plus forcément de job et qui pourraient potentiellement se faire licencier. Et donc on se dit 16 d'un côté, 16 de l'autre, c'est parfait et tout va rentrer dans des cases. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça et Aurélie vous en dira plus après. Mais le problème, c'est que fonctionner comme ça, forcément, sur le court terme, ça peut être intéressant parce que un collaborateur aura beaucoup de difficultés à refuser une formation, surtout en période de crise et sous la menace potentielle de perdre son job. Et il ne va jamais vous dire non, je refuse la formation, je préfère me faire licencier, et voilà. Et ça va être peut-être intéressant sur le court terme parce que ça va combler un besoin, mais au cours du temps, l'engagement va avec beaucoup de certitude diminuer. Et dernier problème sur ce process, c'est tout simplement la formation. Puisque les formations telles que proposées actuellement, donc un peu plus sous format scolaire avec un instructeur et des stagiaires, elles sont inadaptées, elles sont lentes et coûteuses. Et le gros problème, c'est qu'aujourd'hui, ces formations, et l'acquisition de compétences en général, que ce soit dans les entreprises ou à l'école, elles sont pensées sous un mindset qui est fini. Qu'est-ce que ça veut dire un mindset fini? C'est que pour chaque formation, vous allez pouvoir identifier un point A, un process et un point B qui est en général la fin de la formation où on va évoluer l'acquisition des compétences, un examen final. Et derrière, vous allez être lâché dans la nature. Un exemple, aujourd'hui, si vous voulez devenir développeur, reprendre une formation de développeur, vous pouvez prendre une formation, par exemple, je dis n'importe quoi vraiment à l'AFPA, vous allez avoir un début de formation, on va présenter le programme, vous allez suivre la formation, un examen final, et derrière, vous allez être sur le marché du travail. Pareil sur les formations en management. Aujourd'hui, on va vous proposer des formations de 3, 4, 5 jours. À la fin, vous allez avoir votre petit bout de papier qui vous dit un tel a suivi la formation avec réussite. Et derrière, on va dire voilà, c'est bon, tu es un bon manager, va faire ce qu'il faut dans ton entreprise. Et donc ça, c'est un gros problème parce qu'au final, on traite les problèmes avec intensité quand on en a besoin, alors qu'on devrait plutôt les traiter avec régularité et selon un mindset qui est infini. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est que l'acquisition de compétences et de connaissances telles qu'on doit la penser pour demain, ça doit être une acquisition de compétences qui est pensée et programmée tout au long de la vie du collaborateur et pas uniquement sur du one-shot quand on en a besoin. Autre exemple de la vie courante, parce que j'aime vraiment bien ça,
Quand vous allez en salle de sport, globalement, vous avez deux types de populations. Vous avez les gens qui vont venir 2 mois avant l'été, qui vont venir 3 à 4 heures par jour, histoire de perdre quelques kilos, qui vont être satisfaits, qui vont arrêter et qui vont perdre tous les résultats. Et à côté de ça, vous avez un deuxième type de population, qui est la population des plus de 70 ans, qui viennent 20 minutes par jour depuis 50 ans et qui sont taillés dans la pierre. Et donc, c'est exactement pareil avec les formations. On a ceux qui vont miser sur du one-shot, très intense, mais derrière, on a une courbe d'apprentissage qui va faire ça, et ceux qui vont penser ça avec régularité, peut-être moins d'intensité, tout au long de la vie du collaborateur, et qui vont ancrer vraiment les apprentissages. Et donc, au final, pour synthétiser tout ce que je viens de vous dire, on pourrait le synthétiser en un grand constat, c'est qu'aujourd'hui, on fait encore trop souvent l'erreur de penser que la transformation digitale, c'est à propos du digital, à propos de l'acquisition de compétences digitales. Alors que la transformation digitale, avant toute chose, c'est à propos des humains, des hommes qui la composent. Et paradoxalement, du coup, la transformation digitale, elle nous invite à nous recentrer sur ce qui fait vraiment notre humanité. Et les entreprises qui réussiront dans le futur, celles qui réussiront à s'adapter et à anticiper le futur, c'est celles qui comprennent que dès aujourd'hui, la notion de talent elle nécessite un nouveau prisme de compréhension, d'analyse et aussi de décision. Et pour vous en parler, je vais passer la main à Aurélie. Yes, c'est parti. Hop là. Bon, j'imagine qu'on voit bien mon écran. Ouais, nickel. Ok, parfait. Moi, je vais aborder du coup ce webinaire d'une manière un peu plus concrète et peut-être quelque chose qui va vous parler en tant que recruteur ou RH, puisque c'est mon métier et du coup, on va se comprendre. Je vais reprendre la même trame que Émeric et vous parler justement de cette nouvelle stratégie. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on optimise vraiment la stratégie reskilling. Donc, tout simplement déjà sur l'identification. Aujourd'hui, le process classique, c'est tout simplement, comme Émeric l'a dit, de partir sur la base de compétences techniques. J'ai un besoin technique, je vais prendre quelqu'un, je vais le former, hop, et je vais le foutre dans la case. Déjà, rien que ce modèle-là, en fait, il ne fonctionne pas. Et si on prend le recrutement de manière globale, le recrutement sur la base de l'expérience, sur la base de compétences techniques, c'est devenu obsolète. Ça va certainement faire criser quelques-uns derrière leurs écrans en entendant ça, mais oui, ça ne fonctionne pas. Ça a été scientifiquement prouvé, malheureusement. Ce qu'il faut se dire, c'est que les études ont démontré que l'expérience vraiment sur un job est corrélée à moins de 10% avec la réussite et l'épanouissement sur un autre job. Tout simplement pourquoi ? Parce que quand vous quittez une boîte, c'est pas parce que vous savez pas faire le job, très généralement, c'est parce qu'il y a un problème d'adéquation culturelle, de manager fit, d'environnement, de valeurs, toutes ces choses-là qui sont assez intangibles et qui sont liées en fait à la personne plus que est-ce qu'elle est capable strictement de faire le job. Donc, recruter sur la base des entreprises dans lesquelles on est passé, l'expérience passée, le CV, le diplôme, la formation, tout ça, c'est des choses qui aujourd'hui factuellement ne fonctionnent plus. Et dans l'avenir, en tout cas dans les dizaines d'années à venir, ça sera d'autant plus vrai. Alors, je fais un peu mon mea culpa et je mets un peu d'eau dans mon vin. Je vous l'accorde, il y a certains métiers où c'est plus compliqué. On ne peut pas recruter que les gens strictement sur la base de leur perso. Des fois, il faut prendre un peu en compte le parcours professionnel. On ne peut pas accorder la même importance à un diplôme pour quelqu'un qui va être juriste, avocat, médecin, que pour quelqu'un, par exemple, qui va être business développeur ou un autre métier. Je vous l'accorde, dans ce cas-là précis, oui, on accorde peut-être un peu plus d'importance à l'expérience passée. Parce que c'est un besoin, tout simplement. Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la très grande majorité des autres postes du coup, qui existent sur le marché? C'est tout simplement recruter et placer les personnes en fait, sur la base de leur potentiel. Et le potentiel, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est détecter les talents naturels des personnes. En quoi est-ce qu'elles sont uniques? Qu'est-ce qu'elles font naturellement mieux et différemment des autres? Et ce serait vous mentir que vous dire qu'on n'a pas déjà la solution, en fait. La solution, tout simplement, c'est notre produit, évidemment. On ne ferait pas un webinaire sans placer à un moment donné Assess First. Mais l'idée, de manière générale, c'est qu'il faut trouver un moyen de les détecter, en fait, ces talents naturels. Et je suis au regret de vous annoncer que, pareil, l'humain, Émeric l'a très bien dit lui-même, on n'est pas très, très bon dans la prédiction, on n'est pas très, très bon dans la détection. Généralement, quand on se dit, j'ai le feeling, je le sens bien, cette personne, ça peut le faire, c'est votre pièce de puzzle, hein, vous vous en souvenez? Vous allez forcer un truc, ça va sauter derrière.
C'est très humain, ça. Voilà, c'est nous. Vous pensez avoir le feeling, vous pensez vous dire que ça va fonctionner. Très souvent parce qu'il y a des biais cognitifs derrière qui vous disent que vous aimez bien la personne, que vous l'avez bien ressenti. Vous dites, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le recrutement. Moi, je sais comment repérer un potentiel. Vous avez peut-être des affinités ou peut-être que vous pouvez en effet comprendre mieux certaines personnes que d'autres. À côté de ça, ça garantira jamais à 100% de succès. Et aujourd'hui, il y a des outils qui sont là pour vous aider justement pour garantir le succès et l'épanouissement d'une personne. Du coup, c'est intéressant, ok, mais les talents de demain, c'est qui en fait? Qu'est-ce qui les caractérise? Et c'est quel type de personnes qu'on va rechercher dans les années à venir en l'occurrence. Et selon le Forum économique mondial, en fait, il y a deux soft skills qui vraiment vont devenir prédominants en tout cas auprès des candidats qu'on sera amené à recruter. C'est ce qu'on appelle le active learning. C'est tout simplement la capacité à apprendre, mettre en place des techniques et des stratégies d'apprentissage et la créativité. Pas particulièrement surprenant. Alors, vous avez toute une liste d'à peu près 10 soft skills qui sont indispensables et qui vont devenir indispensables en l'occurrence dans vos recrutements à venir. Je parle notamment du leadership, par exemple, de la résolution de problèmes, etc. Mais en l'occurrence, l'active learning et le creativity qui aujourd'hui sont un peu plus bas dans la liste, d'ici 2025, ils vont faire un boom pas possible. Et il faudra en fait que vous cherchiez des personnes qui sont capables de faire preuve de ces compétences, de ces soft skills. Sur la stratégie, du coup, pour mesurer dans votre stratégie de reskilling, je vais faire comme Émeric, je vais vous présenter quelqu'un. Je vous présente Héloïse. Alors, Héloïse, elle travaille dans la même boîte que Gary, en l'occurrence en pharma. Donc, c'est un grand groupe, ils se sont potentiellement jamais croisés. Je ne sais même pas d'ailleurs si c'est Gary qui a recruté Héloïse, en l'occurrence. Mais Héloïse, elle est assistante administrative au sein du service commercial. Honnêtement, Héloïse, elle est bonne dans ce qu'elle fait. Elle sait faire le job, les gens apprécient la qualité de son travail. À côté de ça, pour être polie, elle se fait chier. C'est vraiment pas un job qui l'emballe. Elle se lève le matin, elle se demande un peu pourquoi, mais elle a une conscience professionnelle, elle a envie de faire les choses bien. Donc, elle est très engagée quand même dans son job. Mais bon, on sait très bien que ça ne durera pas 125 ans. Et là, elle apprend que c'est la fin. Transformation digitale, toutes ces choses-là, elle apprend que tout simplement son job est amené à disparaître puisque ça va être fortement digitalisé et qu'il y a une réduction d'effectifs. C'est un peu la panique du coup, et Gary en l'occurrence va intervenir auprès de Héloïse et lui proposer un nouveau poste. Et il va lui proposer tout simplement d'être formé à un job de data analyst. C'est une opportunité assez incroyable parce que data analyst, c'est un job pénurique, ça paye plutôt bien. Peut-être qu'à aucun moment de sa carrière, elle s'est imaginée qu'on pouvait lui proposer ce genre d'opportunité en tant qu'assistante administrative. Et là, en fait, Héloïse, elle n'est pas contente. Elle n'est pas contente, pourquoi? Parce que tout simplement, je viens de vous le dire, elle s'emmerde un petit peu sur son job d'assistante. Et là, on va lui proposer quelque chose où elle doit étudier de la data. Franchement, elle n'est pas particulièrement emballée. Elle, ce qu'elle adorerait faire, c'est rejoindre l'équipe commerciale en fait, pour laquelle elle travaille. Elle a envie de devenir commerciale. Mais elle sait très bien en fait qu'elle n'a pas trop le choix. Et c'est là où on voit qu'en fait, Gary, il ne la connaît pas réellement, Héloïse. Parce que si vraiment il la connaissait, il sait que c'est Héloïse qui travaille dans le service avec Gabriel, son manager, que ça se passe super bien, ses performances et ses évaluations sont plutôt correctes. Mais si Gary il connaissait vraiment Héloïse, il ne lui aurait pas proposé un job en fait, qui est complètement en décalage avec ce qu'elle souhaite faire au quotidien. Et elle ferait probablement bien le job. Mais encore une fois, perte d'engagement, dans un an, Héloïse, elle est partie. Donc, Héloïse, aujourd'hui, elle se retrouve dans cette catégorie des 16 personnes qu'on veut caser dans le puzzle. Mais en fait, elle ne veut pas. Elle ne veut vraiment pas. Mais elle est aussi consciente que si elle refuse cette fameuse formation, comme Émeric le disait si bien plus tôt, on va la remercier et elle va se retrouver sur un marché du travail en tant qu'assistante administrative. Le marché il est tendu, elle ne sait pas ce qu'elle va pouvoir retrouver. Donc, elle se sent quand même assez obligée de la prendre, cette formation. Elle se dit, voilà, c'est quand même une opportunité d'être analyste, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que je pourrais aimer. En fait, non. Mieux vaut s'engager sur quelque chose où elle sait qu'elle va se plaire. Surtout que, là, aujourd'hui, avec, en l'occurrence, le profil Assess First de Héloïse, on voit qu'il y a des choses qui la caractérisent vraiment particulièrement profondément. Elle aime développer des relations, elle est bonne, elle sait faire ça. Elle sait diriger, elle sait fédérer. Ce qui la motive au quotidien, ce qui la fait se lever, c'est remporter régulièrement des succès, c'est avoir de l'influence. C'est pas du tout le fait d'analyser des données. Donc, rien qu'avec un visuel aussi simple que ça,
Gary, il aurait pu savoir, il aurait pu tout de suite dire bah, Héloïse, elle n'est absolument pas faite pour être data analyst, vaut mieux que je lui propose une opportunité en tant que business développeur. Voilà. Et du coup, on passe ensuite à la dernière catégorie qui est la formation. Et encore une fois, je vais parler de prédictif. Et encore une fois, les humains ne sont pas particulièrement bons pour ça. Vos soft skills aujourd'hui peuvent prédire votre capacité d'apprentissage et comment est-ce que vous allez apprendre, etc. etc. Et aujourd'hui, la problématique qu'on rencontre sur le marché, en l'occurrence, c'est qu'il faut réapprendre à apprendre. Vu comme ça paraît un peu théorique, un peu conceptuel. Mais oui, en fait, on n'est pas très, très bon aujourd'hui en France et de manière générale, les humains, pour apprendre quelque chose. On ne sait pas trop quelle stratégie il faut adopter. Parce qu'on a été élevé déjà dans un modèle éducatif et surtout en formation, par exemple, post-bac, université, école, où on est assis, on écoute, c'est bien, 5 ans où on fait que ça. Et à la fin des 5 ans, on vous donne un papier, ça y est, c'est fini, tu es dans le monde du travail, et on se revoit peut-être dans 25 ans si tu veux passer à MBA. Donc pendant ces 25 ans, bah, il ne se passera rien en fait. C'est ça ta formation. Donc déjà, le modèle de base ne fonctionne pas super bien. Ce qu'il faudrait plutôt mettre en place aujourd'hui, c'est quelque chose qui va être sur du long terme. Ça va être plutôt et orienté à ces soft skills également, puisque c'est sur ça qu'il faut miser aujourd'hui. C'est ce qu'on vous répète, c'est ce qu'on vous rabâche même depuis le début de ce webinaire. C'est par exemple du coaching. Pourquoi pas faire du coaching en l'occurrence et des sessions. Peut-être pas comme un psy, vous voyez, mais il l'a très bien dit lui-même, Émeric, mais un manager aujourd'hui, il suit une formation. Le lendemain, il est catapulté dans son équipe et on lui dit, vas-y, manage, t'as appris. Bah, en fait, non. Il y a une grosse différence entre ce qu'on t'a raconté hier et comment tu vas l'appliquer au quotidien. Il faut un accompagnement, un suivi. C'est ça le nouveau modèle de reskilling. C'est l'accompagnement sur le long terme. C'est l'infinite mindset. C'est du e-learning aussi. Pourquoi? Parce que c'est digital, parce que c'est actuel, parce que il faut aussi stimuler un petit peu la curiosité des personnes. Et si la personne ne s'y intéresse pas non plus, ça peut être compliqué. Mais il faut revoir un peu les modèles de formation. Est-ce que le modèle, en l'occurrence, présentiel, statique, assis dans une salle pendant 5 heures, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'intégrer les informations et de les réappliquer? Soyons honnêtes, j'ai fait des formations, j'ai fait mes 5 années d'école de commerce comme beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, les 5 années d'école de commerce, alors j'en vois bien, attention, je ne crache pas sur les écoles, mais est-ce qu'aujourd'hui, concrètement, ce que j'ai pu apprendre, parce que je suis sûre que j'ai oublié 70% de ce qu'on m'a dit, est-ce que ça me sert dans mon quotidien? Pas particulièrement. Mais ça, c'est encore un autre débat. On ne va pas repartir sur le débat de l'éducation en France. Mais en tout cas, le modèle classique est à revoir. Ce qu'il faut vraiment faire aujourd'hui, c'est accompagner les personnes sur du long terme. Les identifier avec les bons outils, les positionner sur des jobs qui vont correspondre à ce qu'elles sont, pour ensuite les accompagner sur la durée. Et du coup, je veux vous parler plus spécifiquement de Rocket School, qui me semble être un plutôt bon exemple, en l'occurrence, de formation. Rocket School, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est déjà généralement pour des personnes qui vont être pas redirection, mais Émeric, j'ai plus le terme, en changement de poste. Ils veulent changer de carrière. En reconversion, voilà, exactement. Donc, c'est plutôt des personnes qui vont être en reconversion et ils vont faire en fait la présélection Rocket School sur la base de la perso de la personne pour vraiment lui proposer une formation qui va correspondre à ses attentes professionnelles, à son mode de fonctionnement. Par exemple, quelqu'un qui était, je ne sais pas, un ancien banquier, si sa perso elle va matcher avec un nouveau poste de commercial et que c'est ce qui le motive intrinsèquement, et ben Rocket School va permettre ce genre de choses. Ou quelqu'un qui veut devenir, pourquoi pas, gros hacker. Mais c'est aussi l'occasion de se dire, la personne veut devenir commerciale, peut-être que son profil et sa perso le correspondent. Il y a une grosse différence entre ce qu'on veut et ce qu'on peut faire. Il faut aussi mettre ça, accentuer ça. C'est aussi l'occasion aussi de dire à des personnes factuellement, voilà, peut-être que tu as envie de faire ce job-là. Aujourd'hui, peut-être que quand tu vas commencer à faire le job, tu vas réaliser que ce n'est pas du tout quelque chose qui te convient. Il faut savoir aussi pouvoir se remettre en question personnellement. Je sais que ce n'est pas facile, mais en tout cas, Rocket School va accompagner sous forme de bootcamp ou même pendant plusieurs années. Et c'est du concret. Ils vont faire beaucoup plus de workshops, d'activités vraiment concrètes, de l'opérationnel plus que du cours théorique, etc. Pour rediriger les personnes vers un poste qui vraiment intrinsèquement leur correspond. Et voilà, c'est tout bon pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Émeric, ou c'est bon pour toi?
Non, c'est bon. Vraiment, si on devait conclure, c'est que vraiment le but du reskilling, plutôt que de penser comme il est pensé actuellement, c'est-à-dire répondre à un besoin immédiat de compétences techniques, c'est vraiment de mettre en place une culture qui va vraiment valoriser l'apprentissage à long terme. Et c'est comme ça justement que on pourra s'assurer que ça marche bien, puisqu'au final, le reskilling tel qu'il est pensé, ok, ça peut bien marcher sur le court terme parce que vous allez former des collaborateurs qui vont répondre à un besoin immédiat, mais derrière, on va se retrouver, en fait, ça va être un cycle avec les mêmes problèmes qui vont revenir. On va devoir reformer, et si le collaborateur n'a pas la motivation pour le faire encore, ça va être problématique. Alors que si le niveau de curiosité, on va dire, dans votre culture, il reste constant tout au long du cycle de vie de la boîte, ça sera beaucoup plus facile de proposer encore une nouvelle formation aux collaborateurs et de les amener à se réinventer tout au long de leur carrière. Voilà, du coup, on peut passer aux questions et je vais commencer par celle qui avait été posée en tout premier par Virginie et aussi reprise par Karine. À chercher chez tout le monde les mêmes soft skills, le résultat ne sera-t-il pas d'avoir des personnes identiques et d'avoir moins de diversité? Alors, réponse très courte, pas du tout. Et je vous explique rapidement. Déjà, quand on parle de soft skills, on ne va pas venir chercher chez les mêmes personnes et les mêmes compétences comportementales. Aurélie en a cité deux, à savoir la capacité d'apprentissage et la curiosité, qui sont, d'après les études, deux compétences qui seront très transverses au final, quels que soient les jobs de demain, puisque le travail va se complexifier. Donc ces deux compétences vont être assez transverses, bien que sur certains postes, elles soient peut-être un peu moins importantes, notamment sur les postes qui vont rester un peu plus stables. Et derrière, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les modèles de personnalité et de motivation, vous avez plein d'autres dimensions. Par exemple, si je prends l'exemple des modèles qu'on utilise chez Assess First, on a plus de 40 dimensions de personnalité et de motivation. Et donc, du coup, quand on va recruter et créer un modèle prédictif sur base des soft skills, on va uniquement se limiter à 6-8 critères. Ce qui veut dire que derrière, vous en avez plus d'une trentaine justement pour apporter de la diversité. Donc au final, recruter sur base des soft skills ou du potentiel comportemental, ça va au contraire booster la diversité. On avait fait des études justement chez Assess First en se basant sur des profils qui matchaient exactement au même niveau sur un même poste. On s'est intéressé au pourcentage de diversité derrière et on s'est rendu compte que tous ces profils, même s'ils matchaient exactement au même pourcentage, derrière, ils avaient plus de 80% de diversité entre leurs profils. Là où on va créer de la diversité et du clonage, par contre, c'est en recrutant sur base du CV, de l'expérience ou du parcours. Je prends un exemple concret quand je bossais dans le recrutement IT. Quand on prenait un besoin auprès du client, en général, quand il était manager ou CTO, il nous disait je veux un gars qui fait du dev PHP, idéalement qui a un bac+5, qui a fait lycée parce que je viens de lycée. Et c'est là qu'on va créer du clonage, puisque implicitement, le manager, il va reproduire ses billets et il va rechercher un profil comme lui. Et là, forcément, on aura du clonage. Alors que les critères de personnalité et de motivation, ils sont plutôt bien répartis dans la population, quel que soit l'âge, le sexe ou l'origine ethnique des candidats. Donc au final, on pourrait créer du clonage si on attendait vraiment une liste de 40 soft skills identiques pour tout le monde, mais ça serait très peu pertinent de fonctionner comme ça et on va plus se limiter pour laisser de la diversité sur tous les autres traits. En fait, c'est super simple. C'est est-ce qu'on attend les mêmes soft skills de votre comptable et de votre sales? Non. Donc factuellement, ça ne peut pas être des clones de personnalité. Vous voyez, il y a forcément des trucs qui vont les rassembler. Parce que pour avoir une culture d'entreprise, faut bien qu'il y ait des trucs qui rassemblent les gens. Et ce n'est pas leur formation. Parce que là, vous aurez des clones si vous recrutez que des mecs de HEC. Par contre, si vous avez des trucs communs, ça vous crée votre culture d'entreprise. Chez Assess First, la vraie diversité, c'est quoi? C'est avoir des backgrounds différents. Ce n'est pas une question de soft skills. Chez Assess First, on a ancien danseur, ancien assistant bancaire, ancien technicien de laboratoire. Moi, en l'occurrence, j'étais une ancienne recruteuse. On a des personnes qui n'ont pas de bac+5, qui n'ont pas de bac+3. Ça, c'est la vraie diversité, quand on a des personnes qui viennent de milieux sociaux complètement différents, qui ont des backgrounds et des histoires différentes. Deuxième question, ça je vais te la laisser Aurélie, c'est plus ton domaine. Selon vous, les entretiens professionnels ne servent pas aux
Infinite Mindset? Alors, l'entretien de recrutement, pour moi, c'est un peu comme le CV. Vous voyez, c'est un standard aujourd'hui qui est installé dans le monde des RH et du recrutement, qui est extrêmement difficile à effacer. Et même, je le vois quand j'ose faire des posts LinkedIn sur le fait qu'il ne faut pas utiliser le CV dans le recrutement, ça fait hérisser les cheveux de beaucoup, beaucoup de monde. Pour moi, aujourd'hui, l'entretien de recrutement, on l'utilise parce qu'il faut le faire, mais j'espère honnêtement que dans quelques années, il sera plus utile, qu'on n'en aura pas besoin. Pour moi, c'est très fini, un entretien. En fait, l'entretien, super, c'est fini, on passe à autre chose. Il faudrait, alors j'ai pas la solution miracle, hein, mais il faudrait un nouveau modèle où aujourd'hui, l'entretien, c'est une conversation extrêmement subjective. On a beau vouloir mettre de côté tous nos biais, etc., etc., on reste encore une fois des humains. On n'est pas très, très bon dans la prédiction de manière générale. Je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen pour recruter les bonnes Juste personnes. pour recadrer un peu Aurélie, Karine parlait plus d'entretien professionnel que Ah, d'entretien de recrutement. ah, eh ben, excusez-moi, c'est moi qui ai mal interprété. Entretien professionnel, faudrait que ce soit récurrent, du coup. Encore une fois, c'est une question de long terme. Si on fait ça une fois par an, ou une fois tous les 2 ans, voilà. J'espère que je ne me suis pas trompée d'interprétation cette fois-ci. Tu me dis, Émeric, en fait. Non, après, ouais, tu vois, entretien pro, c'est une obligation, comme le dit Karine, légale tous les 2 ans. Donc, moi si je donne mon avis, euh, bah, c'est pas forcément, même si c'est obligatoire, ça pourrait potentiellement définir des mieux. J'ai plus le mot, merde, j'ai perdu le mot, mais ça pourrait un peu venir à l'encontre justement de ce mindset infini. Puisque justement, dans ce mindset, le but, c'est de se dire plutôt d'avoir des feedbacks qui sont plutôt ultra réguliers pour savoir concrètement ce que le collaborateur doit changer, doit évoluer, doit apprendre pour vraiment s'adapter tout au long de sa vie. Et donc, si on attend tous les 2 ans pour vraiment faire un bilan, ça sera plus compliqué. Donc, le maintenir, oui, parce que c'est une obligation légale, mais s'il n'y a pas d'autres solutions intermédiaires, on va dire, qui sont mises en place de manière plus régulière, bah forcément, ça sera un peu plus compliqué. Hop, ensuite, autre question, je la reprends juste dans l'ordre. Souvent, nous sommes face à des collaborateurs qui ne savent pas exactement ce qu'ils peuvent et veulent faire. Du coup, l'accompagnement au sein de l'entreprise n'est pas toujours évident. Des solutions. Là, typiquement, et c'est pas parce que je suis psy, mais les tests psychométriques tels qu'on peut le proposer chez Assess First, c'est la solution qui est plus adaptée. Parce que ça permet déjà à la personne de faire un bilan d'elle-même et de réfléchir justement, comme vous le dites, sur ce qu'elle peut et ce qu'elle veut faire. Elle a accès directement à une synthèse de tous ces éléments, comment elle se comporte au quotidien, ce qui va la motiver et ce qu'elle va pouvoir faire en termes de type de tâches. Et derrière, forcément, l'entreprise ou le RH ou après le cabinet, par exemple, de bilan de compétences, va aussi venir pondérer les résultats, les débriefer pour justement aider la personne à s'orienter. Donc c'est sûr que c'est très compliqué de savoir ce qu'on veut. Moi, déjà, je pense que quand j'ai commencé mes études, etc., je ne le savais pas forcément. Mais justement, en passant par ce genre de process, donc c'est pas qu'un questionnaire, ça amène vraiment une réflexion sur soi-même, sur son parcours et sur l'avenir. Ça permet justement de mettre en place des cibles qui vont être pertinentes et vraiment de créer un parcours derrière pour accéder au job déjà qui nous motiverait le plus et aussi qui nous correspondrait le plus en termes de personnalité. Hop. Ensuite, faut-il ajouter des compétences dans son CV? Ça fait un peu bateau. CV, c'est ta partie, Aurélie. Je te Ah, laisse. non. Est-ce qu'on parle de compétences techniques ou compétences plus comportementales? Des Ah, menus. ouais, en effet, il y a une différence. Pour les compétences techniques, oui, en effet, sur le CV, il faut les mettre, il faut dire ce que vous maîtrisez. Après, compétences comportementales, sur un CV, non, parce qu'en fait, n'importe qui peut mettre n'importe quoi. C'est pas vérifiable, c'est vous qui décidez en fait des termes que vous allez mettre. Est-ce que si vous mettez que vous êtes organisé, méticuleux et que vous avez du leadership, est-ce que c'est vraiment le cas? En fait, ça apporte pas grand-chose. Aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est associer votre CV avec un rapport, par exemple,
de questionnaire de personnalité qui, là, factuellement, montre concrètement qui vous êtes. Et de toute façon, juste compétences comportementales, si c'est des compétences qui sont, on va dire, identifiées par la personne elle-même, plutôt que par un test, aujourd'hui, vous allez sur LinkedIn, vous prenez 100 CV, je pense qu'il y en a 90 qui ont organisation, créativité, adaptabilité. Alors que dans la population, d'un point de vue statistique, ça serait impossible. Hop. Ensuite, si plus de CV, plus d'entretien de recrutement, quel process alors pour recruter? Ah, là je l'ai dit. Excusez-moi. Déjà, au niveau de la préqualification, nous, notre modèle nous convient très bien chez AssessFirst et on espère qu'il se démocratisera dans le futur. Le fait de recruter vraiment les personnes sur la base de qui elles sont et leur potentiel, est-ce qu'elles vont être capables de faire dans votre environnement spécifique. Ça, niveau présélection en tout cas. Après, niveau process de recrutement lui-même, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, honnêtement, je n'ai pas de solution miracle à ce stade. L'entretien de recrutement, c'est le standard actuel. Ça pousse à la réflexion. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place qui serait davantage un gage de fiabilité? Je sais que ça ne répond pas en partie à votre question, mais je n'ai pas de solution miracle non plus. Hop, ensuite, ePlayer, pourriez-vous développer? Donc le modèle ePlayer, en fait, c'est un modèle qu'on a créé chez AssessFirst sur base de l'analyse de toute notre base de données et aussi des études scientifiques qui ont pu être faites sur le sujet. Et donc globalement, ça correspond à quelques dimensions, quelques traits de personnalité qui sont parmi les plus explicatifs de la réussite au travail et qui correspondent à des traits qui permettent d'identifier les collaborateurs qui vont facilement évoluer dans votre entreprise et dans le monde de demain. En fait. Donc, c'est vraiment un modèle spécifique qu'on a créé, comme on aurait pu créer un modèle ingénieur commercial avec des attentes spécifiques. Là, le modèle ePlayer, c'est vraiment un modèle des top performers tel qu'il est issu de nos data et aussi de la science sur le sujet. Ah, je vois la réponse, en l'occurrence, de quel nouveau process de recrutement il faudrait potentiellement mettre en place pour si on ne fait plus d'entretien. Mise en situation ou escape game. Mise en situation, pourquoi pas. Escape game, je vous avoue que je ne sais pas. Là, je ne veux pas m'embarquer dans un sujet que je maîtrise trop peu. Il faudrait déjà que je me renseigne sur la question. Ensuite, Delphine, il est utile de mettre les soft skills sur les CV. Les ATS recherchent aussi des mots-clés soft skills. Oui, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, ok, on va peut-être trouver des mots-clés, mais si les mots-clés ne correspondent pas à la personne, en quoi ça va nous avancer concrètement? Si moi je mets organisation sur mon CV, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout organisé, mais alors vraiment pas du tout. Je peux le mettre sur mon CV, l'ATS va récupérer mon CV, va trouver, identifier le soft skills organisé. Pourtant, je ne le suis pas du tout. Donc oui, les ATS peuvent absorber. On a même des moteurs de recherche en ligne, etc. Mais si la compétence derrière n'est pas fiable d'un point de vue psychométrique et statistique, l'intérêt est nul. Hop, entretien, mise en situation, escape game. Juste pour compléter ce que tu avais dit, ça reste sur... C'est sûr que les mises en situation de travail, de toute façon, pour prédire la réussite d'un collaborateur sur un poste, la meilleure solution, ça restera toujours de lui faire le job. Après, sur une demi-journée, c'est peut-être un peu court et d'un point de vue, dans les études qui ont pu être faites sur le sujet, on arrive à un indicateur fiable au bout d'une certaine période de temps. Mais ce qui est intéressant du coup, mais ce qui n'est pas adapté par rapport au process de recrutement, parce qu'on ne peut pas simplement se dire tiens, on va essayer, si ça ne marche pas, on arrête et voilà. Ça serait trop simple et d'un point de vue légal, après je suis pas un grand expert en droit RH, mais je ne pense pas que ça soit le plus légal en France. Donc c'est sûr que l'échantillon de travail et de mise en situation, ça reste quelque chose qui est hyper intéressant, mais plus sur du moyen terme. Sur une demi-journée, ça va être assez restreint. Et en plus, si derrière, vous n'avez pas les bons indicateurs à mesurer, etc.,
ça sera peu pertinent. Donc, intéressant, mais ça nécessite un investissement sur le long terme qui est pas forcément adéquat par rapport au process de recrutement et à la rapidité des recrutements telle qu'elle est nécessaire aujourd'hui. Une dernière question sur les tests. Beaucoup de tests sont basés sur les réponses du candidat. Il y a donc un biais, me semble-t-il. Si le candidat pense avoir du leadership, certainement que cela ressortira dans les tests, mais ce ne sera peut-être pas avéré, et quand bien même si c'est avéré, selon quel... Et le mot s'est arrêté. Alors là, on pourrait penser ça, mais les questionnaires psychométriques, quand ils sont bien construits, justement, ils sont pensés pour neutraliser ce genre de biais. Et même si un candidat essaie de pipoter le test, ça sera très compliqué à faire sur tout le test. Donc les résultats, il n'arrivera pas à les biaiser. Dans l'éventualité où vraiment c'est un génie qui maîtrise la science et la construction du questionnaire derrière, il pourrait potentiellement le biaiser, mais on aura mis les bonnes alertes dans les questionnaires. On mesure plusieurs indicateurs sur la façon dont le candidat se comporte tout au long du test. Derrière, on va justement mettre les alertes au bon endroit. Et derrière, c'est aussi le candidat qui se met un peu en péril, puisque s'il pipote son profil et qu'il a le job, au bout de 2 mois, il sentira vraiment le décalage, et vous sentirez aussi le décalage. C'est pas Donc, dans son intérêt, en fait. biaiser le questionnaire, très très compliqué, et dans l'éventualité même où le candidat arrive à biaiser le questionnaire, chez Assess First, nous aussi, on vous accompagne avec des questions posées en entretien pour venir valider les critères où potentiellement il pourrait y avoir un doute. Et derrière, comme l'a dit Aurélie, c'est pas dans l'intérêt des candidats. Comment faire comprendre à un client la logique du puzzle forcé sans le frustrer? Oula. Pas la personne la plus empathique du monde, et surtout la plus diplomate. Je pense que ce qui marche beaucoup, après c'est peut-être mon cas personnel, mais c'est de fonctionner avec des exemples. Moi, je sais que quand j'avais un client, donc je vais taire le nom, qui était une petite boîte IT à Lille, et justement, il fonctionnait un peu sur ce format-ci. Mais en lui donnant des exemples précis sur t'as vu, t'as fait ça avec un tel, on aurait pu penser que ça marcherait, mais au final, quand tu vois les performances aujourd'hui, on aurait pu le prédire, on aurait pu le voir, tu vois, par rapport au test ou par rapport à ce qu'on avait discuté avant, on aurait pu le prédire. Je sais que je fonctionne beaucoup comme ça avec des exemples, et que ça marchait bien avec certains clients. Après, c'est sûr qu'il faut s'adapter à la sensibilité du client. Mais là, je suis pas le mieux placé pour fournir des conseils. Je ne sais pas si tu as des idées, Aurélie. J'aurais pas grand-chose à rajouter, honnêtement. Outre, en effet, lui montrer factuellement. Je pense que dans ce genre de cas, il faut montrer noir sur blanc, en fait, déjà. Et si on reprend l'exemple du puzzle, vous vous rendez compte que ça ne marche pas quand vous avez tenté, quand vous avez essayé d'insérer la pièce, inconsciemment, comme je vous dis au départ, inconsciemment, le cerveau va se dire bah non, c'est bon, ça peut passer. Et une fois que vous avez mis la pièce, tentez d'appuyer, ça ne marche pas, vous voyez, ça vous donne vraiment un exemple concret de ok, ça ne marche pas. Et je pense que partir sur la même logique, donc c'est con parce que forcément, ça veut dire que s'il y a un exemple, ça veut dire que quelqu'un s'est planté. Mais on va dire que pour moi, ça serait potentiellement ce qu'il y a de plus percutant pour justement faire S'il est sur comprendre. le point de recruter une personne où vous savez, en fait, que ça ne rentrera pas dans cette pièce-là, se lui montrer, en l'occurrence, des résultats de tests psychométriques, ou même si vous voulez aller plus loin dans l'entretien, en tout cas, noir sur blanc, lui montrer, en fait, elle ne matche pas avec ce job. Vous pourrez faire tous les efforts du monde. Je vous préviens, il y a des chances que dans 6 mois, 1 an, en fait, elle ne fasse plus partie de vos effectifs. Ça ne fonctionnera pas. Et après, je pense que si vous travaillez, je pense que si vous parlez de clients, vous travaillez sûrement en cabinet. Et ça me fait prendre un exemple concret qui est paru sur LinkedIn avec un témoignage d'une utilisatrice de notre côté, donc pas une utilisatrice cliente, mais un candidat qui a passé nos tests pour une entreprise cliente, et qui, en voyant les tests, c'est elle qui a réagi tout de suite en se disant tiens, je discutais avec le RH et j'ai vu moi-même qu'il y avait un décalage entre ce qui me motive et ce que l'entreprise propose. Donc il y a aussi un côté responsabilité avec le candidat de se dire non, je ne vais pas y aller. Et si vous travaillez en cabinet, forcément vous suivez le candidat. Donc il y a peut-être aussi ce côté pédagogique à avoir avec le candidat
pour lui dire aussi, ok, si c'est pas forcément aligné, je te préconise de pas forcément y aller. Et vous pouvez retrouver cet exemple-ci sur LinkedIn avec une candidate qui avait fait un super témoignage en disant justement que l'entretien avec les RH lui avait permis de comprendre qu'il y avait un décalage entre ses résultats en termes de motivation et la culture de l'entreprise en elle-même. Il y a une dernière question, du coup. Anne qui nous dit: j'utilise Assessfirst dans le cadre d'assessment, recrutement interne et recrutement externe. Je vois bien individuellement l'intérêt des tests Assessfirst, mais est-ce que l'outil peut permettre de faire une analyse de plusieurs personnes et donc un rapport pour une équipe? Alors, très bonne question. Et donc, pour l'instant, non. Pour l'instant, il y a la fonction Talent Mapper qui vous propose justement d'identifier et de cartographier les compétences comportementales sur 12 cartes comportementales où vous allez pouvoir vraiment projeter l'équipe. Donc, par exemple, la façon dont l'équipe gère l'innovation, leur mode d'entrée en relation, leur capacité à manager, etc. Mais chez Assessfirst, on est toujours en train de penser à des petites, je vais dire, mais des grosses évolutions. Et on est en train de travailler sur un tout nouveau module d'analyse d'équipe qui va vous permettre d'évaluer la capacité de votre équipe à réussir selon différents indicateurs. Donc ça va arriver très rapidement. Et si ça vous intéresse et que c'est un besoin de votre côté, je vous intéresse à me contacter par exemple sur LinkedIn parce que justement on est en train de mener une grosse étude pour valider la version 1, on va dire, de nos modes de calcul, nos formats, etc. Et donc, vous pouvez me contacter pour pouvoir tester l'outil. Ah, alors, je vous rassure, ce n'est pas une collègue d'AF qui vient de poser la question, puisque son nom ne me parle absolument pas. Hein. Vous voyez, c'est Anne Lamboulaise. Et si vous cherchez sur LinkedIn, elle ne fait pas partie de nos effectifs, en l'occurrence. Sur LinkedIn, et on discute après le webinaire, mais vous avez bien fait de poser la question. François-Xavier pourra vous en toucher deux mots aussi. Le Talent Mapper est même hyper intéressant dans le cadre d'un recrutement externe afin de positionner les différents candidats au sein même de l'équipe. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Ce n'est pas parce que je travaille chez Assessfirst, mais je suis entièrement d'accord. Vous avez développé un modèle full remote, je crois. Pouvez-vous en parler, s'il vous plaît? Tu veux en toucher un mot, Aurélie ou... Non, là, je te laisse... Okay. Donc le modèle full remote, en fait, ça a été développé de notre côté. Pareil, ce qu'on a fait quand on crée un modèle, c'est qu'on utilise nos data et on utilise aussi les publications qui sont faites, les publications scientifiques qui sont faites sur le sujet pour venir identifier les dimensions comportementales en termes de personnalité et de motivation qui permettent de dire, tiens, cette personne-ci, parce qu'elle a tel trait de personnalité et de motivation, il y a de fortes chances que le télétravail, ça soit quelque chose qui soit adapté pour elle. Donc, on a fait 3 modèles. On a fait un modèle qu'on appelait modèle global, donc vraiment sur la capacité globale d'un collaborateur à performer en remote. Et ensuite, on a distingué 2 autres modèles. Un premier modèle plus orienté sur les aspects de relation. Donc concrètement, est-ce que le candidat va être gêné par le remote parce qu'il a fort besoin de relations et que le remote ne va pas lui apporter ou un peu lui enlever. Et on a fait un deuxième modèle qui est plus orienté travail-organisation, qui permet de prédire et de savoir si la personne, sur le côté autonomie, continuer à travailler sur ses tâches, va être performante et épanouie en télétravail. Donc ça, ces modèles sont disponibles sur l'application, si je ne me trompe pas. Dans l'éventualité où ils ne sont pas disponibles, pareil, vous me contactez et on les intégrera sur votre plateforme. Mais justement, les utiliser, ça vous permet déjà de vous dire, savoir quels collaborateurs vont être performants et épanouis en télétravail. Et s'il y a un matching qui est pas dingue, de savoir concrètement quelle dimension, quelles actions vous allez pouvoir mettre en place pour accompagner spécifiquement ces collaborateurs. Et je sais que nous, on le fait en interne, vu qu'on est passé en full remote. On a créé un modèle justement sur pour prédire et anticiper les gens qui vont peut-être se surinvestir, quitte à venir empiéter sur leur vie perso, justement pour permettre à Aurélie et Pauline, notre remote manager, de se dire, tiens, cette personne-ci, il faut peut-être plus faire attention parce qu'elle pourrait facilement arrêter de se déconnecter, travailler en continu, ce qui ne serait pas forcément bon pour elle. Donc, c'est un moyen aussi de les identifier pour leur proposer un accompagnement spécifique.
Et pour répondre à la dernière question, le modèle Naked Remote, on peut en parler. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite par, je n'ai plus le nom de l'entreprise, mais c'est une entreprise tech en Californie, et qui a montré que 10% des collaborateurs bossaient nus en télétravail. Et donc un très bon moyen de les identifier. Il y en a deux en fait. Il y a le modèle qu'on a créé, qui est pareil et qui est accessible sur la plateforme. Et le deuxième moyen, en général, c'est les gens qui ne mettent pas leur webcam pendant les réunions Zoom. Dès que vous voyez quelqu'un qui ne met pas sa webcam et qui vous dit non, j'ai un problème de webcam, vous pouvez avoir un petit doute. Bon, on a fait le tour des questions, j'ai bien l'impression. Du coup, merci beaucoup à tous d'avoir participé au webinaire et merci à tous pour toutes vos questions aussi. Et on espère vous retrouver bientôt. Carrément. Merci à tous, à bientôt.